Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Sweet Tooth, série Netflix coproduite par Warner Bros qui détient les droits du comic book dont elle est l'adaptation. La première saison a été sortie en 2021 avec un timing impeccable au vu du sujet. En effet, la série prend place dans un monde dévasté par une pandémie meurtrière qui élimine une grande partie de la population mondiale, jusqu'à ce que certains enfants différents viennent au monde pour en apporter la solution. Et la saison 2 vient tout juste d'être ajoutée à la plateforme de streaming, donc il était temps d'en parler sur la chaîne également. Cette série, dont la première saison m'avait beaucoup plu, nous présente une belle histoire, très touchante, à mi-chemin entre le fantastique et le post-apo, de quoi ravir le plus grand nombre. Je dirais même qu'il s'agit d'un conte merveilleux, avec énormément de poésie et un regard parfois très dur sur notre monde et notre espèce. Avec une vision très écologique et respectueuse de la nature au travers de ces jeunes hybrides en opposition aux humains qui ravagent leur monde et qui sont donc comme punis par Mère Nature au travers de cette épidémie. Cette série semble très clairement dire que le temps des hommes est révolu et que c'est au tour d'une espèce plus en harmonie avec son écosystème, donc vraiment d'actualité. Dans cette vidéo, je vais donc d'abord revenir un peu sur les événements de la première saison avant de m'attaquer plus en détail sur la seconde qui enrichit encore plus l'intrigue et l'univers de la série. Alors sans plus tarder, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me donner ton avis sur la série en commentaire. Comme d'hab, on commence par le pitch. Dans un monde dévasté par une maladie étrange qui tue les gens en grand nombre, des enfants hybrides, mi-humains, mi-animaux, viennent mystérieusement au monde. Et alors que ce qu'il reste de l'humanité rejette la faute sur ses nouveau-nés, un père décide de partir s'isoler dans la nature pour y élever son fils Gus en partie cerf. Ils vivent ainsi en paix durant plus de 9 ans alors que le jeune garçon se questionne beaucoup sur l'identité de sa mère. Il va même jusqu'à penser que la biche qu'il croise parfois dans la forêt pourrait être sa mère. C'est mignon de naïveté. Le petit garçon et son père vivent donc en autarcie dans le parc national de Yellowstone où Gus devient très débrouillard jusqu'à ce qu'un représentant de notre espèce, un chasseur d'hybrides, ne les trouve et provoque la fin prématurée du père aimant et surprotecteur. Son fils doit alors apprendre à vivre seul jusqu'à ce qu'il découvre une photo de celle qui pourrait être sa mère que son père avait enterrée au pied d'un arbre. Avec cette photo, il trouve également des documents et une carte qui semble lui indiquer où se pourrait trouver sa mère, dans le Colorado. Le garçon se prépare donc pour son grand périple au-delà de la clôture quand il se fait capturer par 2 chasseurs. Et c'est alors qu'on apprend que Gus serait peut-être un peu spécial, car il parle. Ce qui pour nous était normal mais ne semble pas être le cas pour les autres hybrides. Les chasseurs trouvent aussi qu'il est bien plus vieux que ses congénères et décident de l'emmener à un certain laboratoire quand un colosse, interprété par Nonso Anozi, le sauve en éliminant les chasseurs. Lors de cette rencontre, c'est aussi là que Gus goûte pour la première fois une barre chocolatée, ce qui est très fortement à son goût, et qui donnera donc son surnom pour le géant, ainsi que son nom à la série, Sweet Tooth, littéralement dent sucrée en VF, qualificatif pour quelqu'un qui aime beaucoup les sucreries. Cette rencontre avec Jepperd, cet homme au lourd passé mais qui ne semble pas si mauvais, va donc entraîner Gus dans un grand périple à travers les États-Unis. Le garçon, autrefois très obéissant, se questionne sur le monde et recherche les réponses à ses questions. Et il finit par désobéir et rejeter toutes les règles que lui a enseignées son père, pour finalement pouvoir franchir la clôture et partir explorer le monde aux côtés de Jepperd, le grand balèze comme il l'appelle. Cette série est une quête de la découverte du monde et de l'amour, de la différence et de la malveillance qui sous-tend l'humanité, ou en tout cas une bonne partie de ses représentants. On a par exemple les banlieusards qui se brûlent les uns les autres dès l'apparition des premiers symptômes du fléau, cette maladie mystérieuse et meurtrière. On en a par exemple un qui continue à manger son gâteau alors que son voisin brûle avec sa maison, un bon gros taré. Ou encore les premiers hommes, cette sorte d'armée de fanatiques qui chassent les hybrides qu'ils tiennent pour responsables du fléau. Cette armée est dirigée par le général Abbott, nouveau leader de ce qu'il reste de l'Amérique, qui est convaincu que la solution se trouve dans l'extermination des hybrides. Ce qui est, soyons honnêtes, complètement débile, car tous les humains donnent naissance à des hybrides, donc le seul moyen de les éradiquer serait d'arrêter de faire des bébés, et donc de fait l'humanité disparaîtrait de toute façon. C'est ce qui fait de ce grand méchant à la fois un bon antagoniste, car il est convaincu d'avoir raison et d'agir pour la bonne cause, mais également un gros teubé, vu qu'il n'a clairement pas de solution à l'extinction de l'espèce humaine telle qu'il la conçoit. Autre chose très intéressante à noter sur la série, son rythme et sa narration, c'est la présence d'un narrateur qui semble omniscient et qui nous raconte cette histoire. Il y a par exemple une phrase qui revient régulièrement et qui, bien qu'elle n'ait pas trop de sens, porte en elle beaucoup de poésie, et qui j'espère va prendre encore plus de sens au fil des saisons. Certaines histoires commence par le début. La nôtre commence ici. Qui est également décliné pour chacun des autres personnages principaux de cette série, qui ponctueront le voyage de Gus à travers les États-Unis. Comme le Dr Singh, un des premiers à avoir constaté l'apparition des hybrides, mais surtout qui se retrouve au centre de l'intrigue alors qu'il recherche un traitement pour sa femme atteinte du fléau. Et d'autant plus alors qu'il finit entre les griffes du général Abbott et forcé de trouver un remède à la maladie pour sauver la vie de sa femme.
Concernant ce personnage, j'ai par exemple beaucoup aimé lors d'un flashback autour du passé de Jepperd, quand celui-ci panique d'avoir un enfant hybride, le docteur lui dit « Vous serez surpris de savoir ce qu'on est capable de faire pour quelqu'un qu'on aime ». Ce qui était exactement les mots que le grand balèze avait besoin d'entendre à ce moment, mais c'est surtout un beau foreshadowing de ce que le docteur lui-même sera obligé de faire aux hybrides pour sauver sa femme d'Abbott. Enfin, le narrateur nous a également présenté Amy, une femme qui, après la chute de la civilisation, va se réfugier dans un zoo et y accueillir une jeune fille à moitié cochon et l'élever comme sa fille. Et c'est ensemble qu'elles vont toutes deux fonder la réserve, un lieu pour y accueillir les enfants hybrides livrés à eux-mêmes. Cette femme au grand cœur nous est introduite de par son métier, celui de psychologue, un bon moyen d'en faire rapidement une femme pleine d'empathie et de bienveillance. Tout simplement car il est difficile de faire ce métier efficacement sans ses qualités. Amy a donc réuni bon nombre d'enfants hybrides au fil des ans pour les protéger au sein de la réserve, jusqu'à ce que tout dérape à la fin de la saison. Saison dans laquelle on suivait Gus et son nouvel ami dans leurs aventures vers le Colorado pour y découvrir la vérité sur sa naissance et l'existence des hybrides. On y a notamment découvert qu'il est bel et bien le premier d'entre eux et que sa capacité à parler en fait un hybride plutôt unique. La seule autre à parler aussi bien est la fille d'Amy, alors que la plupart des autres ne savent à peine prononcer que quelques mots. A ce sujet, j'ai d'ailleurs une petite théorie que je place là. On apprend notamment que la plupart des hybrides vivent seuls, presque à l'état sauvage dans la nature, probablement après avoir été abandonnés par leurs parents. Ce qui pourrait donc être l'explication de leur absence de langage parlé, car on ne leur a jamais enseigné, qu'ils n'ont pas grandi auprès d'autres humains et n'ont donc pas appris leur langage. Ou alors c'est seulement qu'ils ont trop d'animal en eux, mais le petit Bobby est le parfait contre-argument, à la fois très animal, mais qui parle un peu. La saison se terminait alors que le général Abbott, grand méchant de la série, s'emparait de la réserve et de tous les enfants qui s'y cachaient, ainsi que du petit Gus, lui aussi fait prisonnier auprès de ses semblables, en vue de leur faire subir de nombreuses expériences pour trouver le remède qui sauvera l'espèce humaine pourtant déjà perdue. Le Dr Singh, quant à lui, sa rencontre avec Gus avait ravivé sa curiosité autant que son humanité, alors qu'il est dans l'obligation de pratiquer des expériences sur les jeunes hybrides. D'un autre côté, Jepperd, gravement blessé lors de la capture de Gus, avait été trouvé et sauvé par Amy, et tous deux annonçaient dans les derniers instants de la saison leur volonté de reprendre leurs enfants aux soldats des derniers hommes de Abbott. De grandes choses s'annonçaient donc pour cette seconde saison. Au début de la seconde saison, on retrouve donc les enfants emprisonnés dans la réserve sous la coupe des premiers hommes. Cette saison va donc plus développer ces personnages, ces antagonistes, comme nous le laisse entendre le narrateur. On a par exemple une petite origin story de leur armée au travers de celle de Jepperd qui les rejoint. On y découvre notamment leur slogan, « Les humains d'abord », qui rappelle les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et concernant un autre moment un peu gris de notre histoire récente, on nous présente la nouvelle forme du fléau, un variant appelé Apocalypse, qu'ils auraient pu appeler Oméga pour rester sur le thème des lettres grecques auxquelles on a eu droit ces dernières années. Concernant les hybrides prisonniers, on les voit tous utiliser leurs capacités animales ensemble pour collaborer et tenter de s'évader. La plupart ont des compétences très utiles, et encore une fois, spéciale dédicace à Bobby la Taupe, qui ressemble à un Muppet et qui est très utile avec ses tunnels. Mais surtout qui joue un rôle de comic relief pour détendre l'atmosphère dans des moments de tension. J'ai par exemple beaucoup aimé la sortie du tank, ils ont voulu lui donner un côté badass, et c'était cool. Gus et Wendy, quant à eux, deviennent naturellement des leaders pour leur peuple, ce qui pourrait sembler étrange car ils sont juste un cerf et un cochon. Mais c'est surtout car ils sont doués de parole, sont ingénieux, empathiques et surtout intelligents. En gros, ils représentent le meilleur des deux mondes, celui des hommes et celui du règne animal. Comme quoi, pas besoin d'être moitié prédateur pour être un bon chef dans le monde de compassion et de respect auquel ils aspirent. Et Gus est devenu le centre d'attention du docteur, car il comprend très vite, un peu trop vite, que Gus est spécial et qu'il est peut-être la clé de tout. On a par exemple de beaux moments de leur lien qui se tissent au travers des sortes de séances d'hypnose qu'il pratique sur lui grâce aux fleurs qui font tant peur. Et on voit tout au long de cette saison un véritable combat intérieur chez le bon docteur, entre sa mission et sa conscience, jusqu'à glisser trop loin sur la mauvaise pente. Ce qui se comprend, après avoir fait tant de choses dans un but, abandonner serait comme dire que ce qui a été fait n'était pour rien. Et cette crise de conscience est aussi le cas de sa femme, qu'il exprime d'une manière un peu originale dans une série, au travers de la croyance au karma. Et j'ai beaucoup aimé aussi la droiture de Rani, sa femme, opposée à Abbott qui lui est ridicule. C'est notamment sur lui qu'on a droit aux plans les plus clichés et bateaux de la série, comme le coup des flammes dans ses lunettes et le drapeau avec sa tronche derrière lui. Mais là on est sur une iconographie de comics, donc en vrai ça colle au produit qui est adapté, mais c'est parfois difficile de ne pas trouver ça un peu forcé. En plus ce monstre finit par couper un des bois de Gus, histoire d'en remettre une couche sur l'image du vilain chasseur. En bref, cette saison fait la part belle à Abbott et son armée tout en le faisant vraiment passer pour une petite merde ridicule. Il m'a un peu fait penser au petit chien de la voisine, vous savez le chien qui fait 300 grammes, a peur de tout, mais joue les gros durs. De plus, la saison s'était ouverte sur Birdie, la maman de Gus, qui s'est exilée dans le cercle polaire arctique en Alaska pour y chercher la source du fléau et donc un probable remède qui ne demanderait pas de torturer et tuer les enfants, qui sont en réalité l'espoir de ce qu'il reste de l'espèce humaine. Elle obtient notamment un petit update de la situation de Gus grâce à la gamine, Ours, qui la contacte par téléphone.
On nous présente par exemple sa découverte et le fin mot de l'histoire derrière le fléau au travers de plusieurs flashbacks. On y découvre évidemment que la libération de cette maladie n'était pas un accident ou un fait naturel, mais bel et bien le fruit de l'ego et de la vanité d'une femme, une humaine. La série tente-t-elle de nous dire que l'humanité a ce qu'elle mérite ? Bonne question. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour revenir sur la jeune femme surnommée Ours, je n'avais pas parlé d'elle plus tôt car dans la première saison c'était vraiment un personnage casse-bonbon. L'ado vénère qui a toujours raison et qui se prend tout le temps la tête avec Jeopard. Mais là, dans la saison 2, elle semble évoluer un peu et elle est moins antipathique je trouve. Surtout maintenant qu'on sait qu'elle est la grande sœur de Wendy, comme par hasard, et en même temps la série nous parle tout le temps de destin donc pourquoi pas. Et surtout, elle va enfin avoir une réelle utilité à l'histoire étant donné qu'elle va d'abord rencontrer des gens et ensuite s'enrôler dans l'armée des premiers hommes dans l'espoir de libérer Gus. De son côté, on se rend compte que Jeopard n'est pas facile à vivre non plus au début. Il fait difficilement confiance et a du mal à être sympa avec sa nouvelle acolyte, Amy. Cette relation ne démarre pas sous les meilleurs auspices, mais va s'avérer nécessaire pour sauver ceux à qui ils tiennent. Leur collaboration les mène à rencontrer d'autres communautés eux aussi, et à assister à la grandiloquence du général, maître de la manipulation et du mensonge. En ça, ils construisent bien son image de méchant au fil des épisodes, après la première saison dans laquelle il était resté très énigmatique et menaçant. Et surtout, les deux parents en viennent à demander de l'aide à un groupe qui reste suspect jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils s'avèrent être de vrais alliés au final. On a aussi un conflit naissant entre deux alors que Jeopard se confie en quête de rédemption. Mais elle n'arrive pas à voir au-delà de sa colère et décide de le laisser en plan. Mais malgré leur séparation, tout va parfaitement se goupiller, comme le dit le narrateur. Alors qu'ils arrivent tous deux en même temps au zoo, alors que l'un était en voiture et l'autre en avion, mais bon. Et leurs plans respectifs s'emboîtent à la perfection afin que tous deux réussissent à libérer les enfants et à s'enfuir au nez et à la barbe du général. Mais malheureusement, pas sans un lourd prix à payer pour Amy qui contracte le virus. Mais pas d'inquiétude, elle va continuer à se battre jusqu'au bout, jusqu'à accomplir son destin, mettre ses enfants en sécurité. Autre arc narratif que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est celui de Johnny, le frère du général. On avait déjà senti sa sensibilité dans la première saison au travers de quelques petits actes bienveillants. Mais là, à force d'assister aux horreurs de son frère, il décide de dire stop, permettant la fuite du docteur et surtout de sa femme, et principalement en se rebellant ouvertement contre son frère à la fin. Et concernant ce passage, on atteint le summum de sa pourriture. Le général abat Johnny d'une balle dans le dos, alors que quelques secondes plus tôt, il lui dit qu'il ne faut jamais pointer une arme sur le dos de quelqu'un. Décidément, il est pétri d'ironie et de contradictions, ce Abbott de mes deux. Et le finish, parfait. Il se fait piétiner comme la merde qu'il est, et par des animaux, donc le parfait retour de karma dans sa gueule. Et donc, concernant le final qui a mis du temps à arriver, après 6 longs épisodes, menant à la libération de Gus et ses petits camarades, on revient au point de départ, à Yellowstone, pour la bataille finale contre les derniers hommes. J'ai bien aimé ces séquences avec les pièges, même si dans le fond, rien de bien exceptionnel. Et en parlant de fond, pour ce qui est de la série, c'est un véritable récit initiatique pour Gus, digne du héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, avec cette recherche de la connaissance de soi, de l'amour de son prochain et de la tolérance. De même que pour les autres personnages qui, eux, vivent une quête plus dure, celle de l'acceptation de la perte. Perte de leur monde, de leurs proches et de leur propre existence. Comme le dit Jeopard à la fin dans une séquence qui veut jouer avec nos émotions et notre inquiétude pour Gus. Enfin, le côté poétique qui m'a séduit dans la première saison s'estompe un peu dans la suite. Car avant, on était dans le mystère, la recherche de réponses, la nature et le merveilleux. Mais la seconde saison est plus centrée sur les réponses, la science et l'humain. Donc bien plus littérale. Par exemple, dans la première saison, quand Gus est en danger et qu'un cerf majestueux apparaît derrière lui, comme pour nous dire que la nature elle-même est de son côté et souhaite le protéger, juste avec un plan magnifique. Mais la seconde saison reste beaucoup trop terre à terre avec toute cette science qui s'intègre au récit. Il y a bien sûr des passages avec les visions liées aux fleurs, tout aussi mystiques que le fruit d'une bonne défense semble-t-il, et surtout l'appel à la nature de Gus pour terrasser Abbott dans l'épisode 8 qui rappelle vraiment ce passage du cerf. Comme pour nous rappeler qu'il n'est pas seulement spécial, il est aussi magique, le futur roi de la forêt. Et donc après le fond, je vais dire quelques mots sur la forme de la série. Déjà, sur le plan de la production design, c'est vraiment pas mal, les décors sont très soignés et crédibles. Et le travail de prothèse pour transformer ces petits acteurs en hybrides est plutôt convaincant lui aussi. À l'exception peut-être de certains comme le Croco qui fait vraiment plastique. Mais en même temps, ça fait partie du charme de la série depuis le début. Il en va de même pour le travail de la lumière et de l'étalonnage qui est très sympa là aussi. On a des changements d'ambiance et d'énergie très clairs grâce à ce simple petit élément pour appuyer le propos dans certaines séquences. Les valeurs de plan et transition sont plutôt classiques avec quelques petites fulgurances par moment. Rien de bien exceptionnel, mais pour moi le point fort de la série est plus ce qu'elle raconte et comment elle le raconte plutôt que les prouesses techniques et autres tours de force de réalisation. Voilà, donc une seconde saison dans la lignée de la première, toujours aussi captivante et bien exécutée, à mon goût en tout cas. Même si, ok, la première phase de la saison était un peu longue, avec toutes les histoires à suivre pendant 6 épisodes avant de vraiment rentrer dans l'action. Mais une seconde saison pour le moins passionnante dans laquelle j'ai vraiment apprécié suivre la suite du voyage initiatique de Gus et ses amis.
Concernant la suite, avant même la sortie de la seconde saison sur Netflix, on apprenait que la saison 3 était déjà commandée. Donc on n'en a pas fini avec les aventures de Gus, Wendy, le grand balèze et même du Dr Singh qui se retrouve lui aussi à la cabane, le point de départ de l'aventure. En cela, je me demande si la phrase du narrateur dont j'ai parlé plus tôt ne commence pas à vraiment prendre du sens. Car en effet, c'est bien ici que l'histoire de Gus et des autres commence ou recommence. À méditer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans la prochaine saison, c'est donc un nouveau voyage qui s'annonce pour le petit homme cerf et ses amis. Et espérons que le bois de Gus repoussera d'ici là. Un voyage bien plus long cette fois car il va les mener jusqu'en Alaska, ce qui est un peu plus loin que le Colorado il me semble. Même si ça aurait été plus rapide s'ils avaient vérifié à l'entrée de la forêt pour trouver l'hélico des premiers hommes qui les y attendent. Et la saison 3 sera surtout le tour de la nouvelle antagoniste, le genre de mafieuse yakuza qu'Abbott a voulu embobiner plus tôt. On la voit notamment nourrir un ou plusieurs hybrides carnivores enragés à la toute fin, nous annonçant une potentielle chasse d'hybrides par des hybrides. Ça promet. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pensez à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai vraiment besoin de votre force pour la suite afin de toujours vous proposer plus de contenu sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse, bonne continuation et à très vite sur Anakaland. Bye.